Notre débat, il porte sur l'évolution des règlements européens, CSRD, le bilan extra-financier, CS3D, le devoir de vigilance, simplification nécessaire ou recul désastreux. Voilà notre titre. On en parle avec Natacha Tréant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Grenoble-Alpes et Franck Amalric. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, sponsor domaine d'excellence Sustainability au cabinet de conseil Square Management. On va commencer par le bilan extra-financier, la CSRD. La première vague de rapports, elle est passée, celle qui concerne les plus grosses entreprises. Finalement, comment ces grands groupes ont passé l'obstacle ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Natacha Tréant ? Alors, par rapport à cette approche-là, sur grosso modo l'ensemble à un moment donné des rapports, c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui disaient en fait on avait 80% des données. On les avait déjà. Donc, en fait, par contre, effectivement, il y a eu un gros travail en fait d'organisation, de mise en place. Mais c'est surtout par rapport en fait aux conséquences, à mon sens, plus sur la nouvelle réglementation qui est importante et par rapport notamment aux nouveaux seuils qui sont mis en place et les risques qui en découlent. Oui, on va évidemment en parler. Il y a notamment des grandes banques européennes qui ont publié leur bilan extra-financier. Franck Amalric, quels résultats ? Est-ce qu'elles ont toutes joué le jeu de la même façon ? J'imagine que non. Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Nous, on a fait un benchmark des 50 grandes banques européennes. On a regardé leur rapport CSRD et une des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'elles allaient publier. En fait, dans la CSRD, il y a un élément qui est un peu paradoxal, c'est que vous devez publier ce que vous considérez comme matériel. Donc, il y a cette analyse de double matérialité. Mais la législation laissait les entreprises assez libres pour réaliser cette analyse de double matérialité. Pour faire simple, il y avait 10 grands chapitres à publier et on a regardé, la moitié des banques ne publient que 4 chapitres, donc sur le climat, sur l'eau sociale, enfin leurs ressources humaines, sur les clients et puis sur la gouvernance. Et puis il y en a qui ont publié beaucoup plus de choses sur la biodiversité, sur la pollution, sur l'eau. Et donc, ça rend, l'exercice se voulait de faciliter la comparaison entre entreprises, mais comme elles publient des choses quand même très différentes, puisqu'elles ne publient pas toutes les mêmes chapitres, cette comparaison devient difficile. Oui, mais est-ce que ça ne favorise pas ? Parce que comme vous le dites, c'est un outil de comparaison. On va voir que dans l'évolution, effectivement, il s'est un peu affaibli, mais c'est un outil de comparaison. Est-ce que ça ne favorise pas les banques qui ont été les plus transparentes, d'une certaine façon ? Eh bien, écoutez, on va le voir. On verra. On va voir si ça va générer des risques de réputation, si elles vont être soumises à des interrogations de la part de leurs parties prenantes, des acteurs de la société civile. On va voir. Maintenant, la législation va évoluer et donc ce jeu finalement d'adaptation, d'évolution dans le temps des rapports, il est un peu interrompu puisqu'on ne sait pas finalement quelle est exactement la structure des rapports qu'elles devront publier d'ici l'année prochaine. Oui, ce que sera cette nouvelle environnement autour du bilan extra-financier, puisqu'il y a eu un recul qui a été décidé par le Conseil européen. On va dire que c'est l'organisme qui regroupe les représentants des États, mais ça doit encore être voté au Parlement à l'automne. Donc effectivement, on est un peu encore dans cette incertitude. Il y a quand même, alors c'est le mot backlash qu'on a beaucoup employé ici, retour en arrière, ce climat général. Votre avis déjà sur la démarche, la décision du Conseil européen, Natacha Tréant ? Alors, juste par rapport à ça, il y a eu véritablement, en tout cas, effectivement, une montée de bouclier par rapport notamment à tout ce qui est plutôt association patronale pour dénoncer, en fait, la lourdeur et puis, évidemment, par rapport au rapport Draghi. Mais surtout, ce que je voudrais mettre en avant, c'est justement le fait de dire, attention, ça va être trop contraignant pour nous. Mais au contraire, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire, je voudrais juste alerter par rapport au risque. Maintenant, donc, on est à un seuil, c'est 1000 personnes et donc 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, justement, par un souci d'alléger, en fait, les exigences, on dit, ils ont mis en place ce qu'on appelle un value chain cap, c'est-à-dire le fait que dorénavant, une entreprise qui est soumise à la CSRD ne pourra pas exiger des informations qui vont à des entreprises non soumises à la CSRD qui sont trop importantes. Donc l'idée aujourd'hui, une entreprise qui n'est plus soumise à la CSRD va pouvoir en fait utiliser les normes volontaires. Sauf que les normes volontaires, elles étaient en fait à l'origine prévues pour des PME. Et très rapidement, les normes volontaires aujourd'hui, vous avez 2 modules. Un premier module dans lequel, en fait, on dit le scope 3, c'est plus obligatoire. Et puis, la chaîne de valeur, elle est exclue. Et puis, un deuxième module, un peu plus avancé, on dit le scope 3, c'est toujours pas obligatoire, mais si pertinent. Et en termes d'analyse des risques, c'est un peu plus poussé. Mais par exemple, on va dire, si jamais il y a des événements qui sont avérés en termes, par exemple, de travail forcé, etc., dans la chaîne de valeur, et si jamais vous avez un plan de transition,
il doit effectivement prendre en compte la chaîne de valeur, mais si c'est possible. Donc c'est très, très léger. Et du coup, pour moi, les risques, c'est ça, et c'est pour ça que c'est assez étonnant, ça va à l'encontre de ce qu'on pouvait imaginer. Le premier risque, c'est, vous comprenez bien que les entreprises fournisseurs en Europe qui sortent de la CSRD et qui ont des donneurs d'ordre qui, eux, sont soumis à la CSRD, ben, le principal risque pour elles, c'est qu'elles vont perdre du business. Elles vont perdre du business, pourquoi ? Quand vous êtes un grand donneur d'ordre, en fait, quels sont les critères ? Vous prenez des critères de coût, vous prenez des critères en fait, de sécurisation de vos supply chains, et puis vous prenez des critères en termes de décarbonation. Si je prends simplement sur la chaîne de valeur... Parce que là, le temps file. Si je prends simplement sur la chaîne de valeur, en fait, ce que demandait la CSRD avant, c'était justement de faire une cartographie de sa chaîne de valeur, d'analyser la résilience, etc. Donc aujourd'hui, un donneur d'ordre, il est plus capable d'avoir une transparence des risques et de pouvoir comparer les entreprises par rapport aux autres. Donc il va plutôt prendre des entreprises qui restent soumises. Oui, j'ai compris. Et c'est pareil sur la décarbonation. J'ai compris. Franck Amalric, donc ce que nous dit Natacha Tréant, c'est qu'en fait, sous couvert de simplification, on va se retrouver avec les grandes entreprises qui resteront soumises à cette CSRD, avec des choix qui vont être quasi impossibles à faire ou une sorte d'indécision pour ces grands donneurs d'ordre, votre avis? Je pense qu'il y a un vrai risque. Il faut revenir aux raisons qui ont présidé à la CSRD. Il était dit très clairement que vous avez tout un tas d'acteurs qui ont besoin de données sur la manière dont les entreprises gèrent les enjeux de durabilité, les banques, les donneurs d'ordre, etc. Et que cela allait générer des coûts pour les entreprises. Et afin de réduire ces coûts-là, la CSRD proposait d'avoir un cadre commun. D'accord ? Donc la CSRD, au départ, voulait être une solution pour adresser ce problème de la demande d'information auprès des entreprises afin d'avoir un cadre commun, la comparabilité et réduire les coûts que ça allait générer pour l'entreprise. Avec, étape par étape, toutes les entreprises qui là, on a tout remis en cause, pas en regardant ce qui s'était passé, en se disant comment on peut simplifier, parce qu'on a remis en cause avant de voir les premiers rapports, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, on va se retrouver avec ce problème-là, une multiplicité de demandes de données qui vont être adressées. Oui, parce que les donneurs d'ordre, qui eux sont les grandes entreprises, les très grandes entreprises, qui elles sont soumises à la CSRD, elles vont continuer d'adresser des demandes à leurs fournisseurs. Et puis, il y a toute la problématique des risques. Il y a quand même la Banque Centrale Européenne, d'accord, qui vient d'émettre un avis en disant, enfin, il y a quelques semaines, en disant il ne faut surtout pas trop rehausser les seuils parce que les banques ont besoin de données pour gérer les risques de durabilité. Donc la Banque Centrale Européenne propose un seuil de 500 employés. Ce qui correspondrait à l'ancienne NFRD, donc ce qui serait tout à fait cohérent. Et juste en termes de risque, ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un grand donneur d'ordre en Europe, mais c'est-à-dire qu'à terme, vous allez plutôt aller sourcer en Chine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quel est le seul pays au monde qui a fait un copier-coller de la CSRD ? C'est la Chine. Et en 2030, la Chine estime que ce qu'elle veut, c'est que l'ensemble des standards soient déployés, pas simplement au niveau des grandes entreprises, mais aussi des PME. Donc ça veut dire qu'un donneur d'ordre en Europe, il sélectionne ses fournisseurs sur 3 critères. Le coût, la sécurisation, la décarbonation. Malheureusement, il aura tout en Chine à partir de 2030. Donc effectivement, il est essentiel, et je suis d'accord avec vous, d'abaisser les seuils à minima à 500 personnes, puis de simplifier. Oui, il faut simplifier pour éviter que ça devienne effectivement une usine à gaz. Effectivement, c'était trop compliqué. On m'a souvent dit 800 pages, on a l'impression d'être face à un Everest. Bon, les 800 pages ne concernaient pas toutes les entreprises. Et en fait, il y a eu beaucoup de débats qui ne sont pas été basés sur une lecture fine des textes. D'accord ? On entend 1000 points de données, 1200, 1300. Mais ça, c'est si vous devez répondre à toutes les exigences. En fait, il y a dans la CSRD cette idée de dire vous ne devez produire que les données qui sont pertinentes pour vous, c'est-à-dire qui sont matérielles, et donc ça veut dire que vous pouvez choisir. Nous avons accompagné des petites entreprises, elles étaient très très loin des 1000 points de données. Tout à fait. Après analyse de double matérialité. Donc il y avait dans le texte lui-même des provisions pour simplifier l'exercice pour les entreprises. Effectivement, et donc moi ce que j'entends c'est un recul presque à contre-courant d'une certaine façon. Le Parlement européen, enfin le Conseil européen et le Parlement, ils font de la politique et ils sont aussi le résultat des élections européennes d'il y a un an. C'est aussi un message que les électeurs ont envoyé. Est-ce qu'il y a encore une fenêtre pour ne pas
reculé autant que prévu, c'est-à-dire avant l'automne. Non, c'est ce que vous disiez. Quelque part, rien n'est joué quand même. Hein. Donc, je pense qu'il faut rester quand même assez optimiste. Et puis, le fait de pouvoir... Oui, il est important. Il faut être pragmatique. Il faut entendre aussi ce qu'on dit des entreprises. Donc, oui, il est important de simplifier. Et je pense aussi que les cabinets de conseil ont eu aussi quelque part une responsabilité. C'est-à-dire qu'à vouloir aller trop dans l'excellence, ça a été à un moment donné un ennemi quelque part. Le mieux est l'ennemi du bien quelque part. Mais sinon, oui, il faut rester optimiste. Et je crois beaucoup, en fait, à la possibilité quand même qu'on aille plutôt vers un seuil à 500 personnes qu'à 1000 personnes. Voilà, et simplifier, oui, ce serait bien. Effectivement. Avec ce qui était quand même le principe, c'est la comparaison. Les entreprises qui ont joué le jeu, qui ont fait des efforts, est-ce qu'elles vont finalement en pâtir ou au contraire, d'après vous, continuer d'en bénéficier ? Je pense que c'est trop tôt pour se prononcer là-dessus, parce qu'il y avait un mouvement qui était enclenché, qui a été interrompu quand même. Donc tous les acteurs qui se sont penchés sur la CRCRD, maintenant ils sont un peu en pause, on va regarder. Est-ce que, je pense que les acteurs qui se sont mis, d'abord les grands acteurs, a priori, c'est-à-dire les entreprises qui ont plus des seuils, même les plus élevés dont on parle, eux, ils vont continuer à produire la CRCRD, donc notamment les grandes banques, les grandes entreprises françaises, etc. Donc eux, ils ont enclenché le mouvement. Il y avait une marche à franchir, ce que vous avez dit, il y avait un problème de réorganisation de la manière dont on publiait. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, ils vont être dans un processus de réplication. Est-ce que la CSRD va véritablement faire ce qui était son objectif, c'est-à-dire inciter les entreprises à adopter des modèles qui soient plus alignés avec nos engagements en termes de durabilité ? Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.